Chers amis, chers tous, le but de cette vidéo est de trouver des pistes de solutions au maximum pragmatiques afin de sortir de notre crise sanitaire mais surtout économique. Chers amis, force est de constater que nous sommes actuellement sur le bateau ivre de Rambo. Nos autorités ne prennent pas le problème par le bon bout. Rapidement, je présenterai quelques chiffres concernant la mortalité en 2020 en Suisse ainsi que relatifs aux hospitalisations. Je ne me concentrerai pas sur les cas positifs car ce n'est pas un facteur direct de la crise selon moi. Autrement dit, si toute la population était positive au Covid, mais qu'il n'y avait ni décès ni hospitalisation, ce facteur positif n'aurait forcément aucun impact. Donc, mortalité 2020. Je vous mets le lien, site de l'Office fédéral de la statistique ainsi que de la RTS. J'arrondis sciemment pour simplifier, mais l'ordre de grandeur est correct. 8 millions d'habitants en Suisse, environ 80 000 décès, et 8 000 décès seraient dus au Covid, malgré que plusieurs journaux sérieux évoquent plutôt 5 000 décès. Je ne vais pas m'éterniser sur des différences de 3 000, mais cela peut porter à croire que le chiffre de 8 000 morts en 2020 dû au Covid a peut-être été surévalué. Donc il y a assurément moins de 0,1% en 2020 de la population totale suisse qui est décédée de ce virus. Ici, je parle de chiffres concrets et non de diverses hypothèses impossibles à confirmer ou à contredire concernant le présumé impact que les différentes mesures auraient eu sur les décès Covid. D'autres chiffres intéressants sont le constat de l'évolution de la mortalité. Ces 2 dernières années, en 2018 et 2019, on était à un taux de mortalité spécialement bas de 0,78% de mortalité sur la population totale suisse. En 2020, on arrive à 0,85%. Le seuil de mortalité de 0,8 ou plus s'est produit en 2012, 2013 et 2015. Par ailleurs, le taux de 0,85% de mortalité en Suisse a été dépassé jusqu'au début des années 2000. Pour être plus précis, 2003. Et on est assurément en dessous du pourcentage de mortalité d'il y a 20-30 ans en arrière, à savoir les années 90 où le taux de mortalité était de 0,9%. Tout ça pour dire que les journalistes qui comparent la mortalité 2020 à celle d'il y a 100 ans en arrière et à la grippe espagnole sont les premiers à faire de la fausse information. D'ailleurs, j'ouvre ici une parenthèse au sujet de ces diverses grippes. Je prends des chiffres au niveau mondial. À cet égard, vous devriez avoir tous appris à l'école comment faire un pourcentage ou une règle de 3. Donc pour la grippe espagnole de 1918 à 1920, nombre de décès de 20 à 100 millions. On est actuellement très loin donc en avant par rapport aux chiffres Covid. Ce pour une population de l'époque de 1,8 milliard seulement. Grippe asiatique, le nombre de morts s'est chiffré en 1957-1958 de 1 à 4 millions pour une population de seulement 2,9 milliards d'habitants. Grippe de Hong Kong, mortalité de 1 à 4 millions pour 3,5 milliards d'habitants seulement. Covid-19, 2,3 millions de morts seulement pour 7,9 milliards d'habitants. Une chose est certaine, les anciennes grippes ont été largement moins médiatisées. Je rappelle comment faire une règle de 3 pour comparer le pourcentage de morts, par exemple de la grippe de Hong Kong avec les morts Covid. Donc vous avez 3,5 milliards, c'est le nombre de population totale de l'époque, ce qui représente le 100% d'un côté de la barre. De l'autre côté, c'est le nombre de morts de la grippe, donc de la grippe de Hong Kong maximum, qui est égal à 4 millions. Donc vous cherchez X en dessous. Donc si vous comparez par rapport à la population mondiale, on arrive à 0,1%. Maintenant, si on prend les chiffres Covid, vous avez d'un côté de la barre 7,9 milliards, qui représente le 100% de la population. Vous cherchez le nombre de morts Covid, donc vous avez 2,3 millions de morts du Covid maximum. Et vous arrivez au chiffre de 0,03%, donc le nombre de morts Covid en pourcentage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On voit bien que les anciennes grippes ont des pourcentages de morts beaucoup plus élevés que la mortalité Covid. Donc, ces grippes ont été largement plus dévastatrices. Je rappelle que 0,1% de morts pour la grippe de Hong Kong, c'est donc la grippe la moins dévastatrice des 3 grippes du XXe siècle que j'ai citées, contre une mortalité de 0,03% seulement pour la population, sur la population mondiale, donc due au Covid-19.
Si on n'applique pas les pourcentages, le calcul est faussé étant donné que depuis les années 60, la population mondiale a plus que doublé. Donc je referme cette parenthèse et reviens à mes chiffres suisses. Au vu que le Covid ne fait pas une hécatombe, les partisans mesure Covid prétendent que ça n'est pas le nombre de décès qui est significatif, mais le nombre d'hospitalisations. Pour les hospitalisations Covid, j'ai à nouveau quelques chiffres, même si ces données sont lacunaires. Sur le site suisseinfo.ch, on voit que pour la période avril-mai 2020 ainsi que de novembre à janvier 2021, on a pour ces deux périodes un nombre de personnes aux soins intensifs ayant le Covid plus ou moins similaire. Vous remarquerez que je dis avant ayant le Covid, et non aux soins intensifs à cause du Covid, qui ne relève à nouveau pas de purs chiffres, mais d'interprétations hasardeuses dont la plupart des journalistes sont malheureusement friands. Donc on a les deux périodes indiquées, pour les deux périodes indiquées, environ 500 lits aux soins intensifs de personnes ayant le Covid dans toute la Suisse. On ne pourrait pas avoir davantage que ce chiffre, étant donné que qui entre à l'hôpital est forcément testé. Par contre, vous observerez qu'il y a bien davantage d'hospitalisations Covid à partir de novembre 2020 en comparaison à la première vague. Vu ce pic du graphique, je me permets cette fois d'avancer une hypothèse que j'estime suffisamment plausible. Libre à vous d'être d'accord ou non. En avril-mai, on n'avait quasiment aucun test Covid, mais à partir d'octobre-novembre, on a des tests. Donc je sais que c'est véridique car c'est arrivé à un de mes proches. Il était à l'hôpital pour une toute autre cause que le Covid. On l'a testé positif, du coup il est entré dans les lits Covid. Ainsi, tous les malades et accidentés testés positifs au Covid entrent dans les lits Covid indépendamment qu'ils souffrent véritablement ou non du Covid. Cela nous amène à bien devoir distinguer deux éléments. Premièrement, celui de la problématique d'une restructuration hospitalière qui implique de séparer dans l'hôpital des personnes testées négatives au Covid des personnes testées positives pour endiguer la propagation du virus. Et deuxièmement, la problématique de personnes objectivement mises en danger à cause de la propagation du virus. Par ailleurs, j'ai l'impression que c'est plutôt difficile de trouver des chiffres précis. En tout cas, je n'ai pas trouvé le nombre total d'hospitalisations Covid pour l'année 2020. Il n'y a en tout cas pas un grand nombre de personnes aux soins intensifs ou décédées par rapport au nombre d'hospitalisations et de cas positifs. En fait, j'ai plutôt l'impression que la presse à scandale ainsi que les autorités se sont tiré une balle dans le pied. Ils voulaient à tout prix des chiffres sensationnels, donc au final ils se sont rapportés aux cas positifs vu que c'est les seuls chiffres un peu élevés qu'ils pouvaient avancer, mais maintenant ils sont pris à leur propre piège. On peut dire ça comme ça, car le nombre de cas graves en comparaison au nombre de personnes testées positives est très faible, ce qui montre un virus assez contagieux mais peu dangereux. Donc après avoir digéré ces informations et compris les chiffres, on peut enfin laisser des questions hautement philosophiques de côté et se concentrer à aborder des problèmes nettement plus pragmatiques, à savoir l'organisation des hôpitaux, leur matériel et leur structure. En effet, si nos hôpitaux disent vrai et sont surchargés, cela mène à la vraie question. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre système de soins et qu'est-ce qui doit être amélioré à tout prix? J'ose imaginer que rares sont ceux qui se réjouiraient de rester encore des mois dans cette situation. Et croire que le vaccin va pouvoir nous sortir tout seul de l'impasse, et ce quand bien même tout le monde se vaccinerait, est complètement utopique. Et le prochain virus, si l'on n'entreprend pas des réformes santé sérieuses de fond, ce sera pareil. Alors retenons la leçon maintenant. Par rapport à notre système santé, le problème date. Ça fait 15-20 ans que nous avons une pénurie de médecins, en tout cas dans certains secteurs. Il y a un nombre variable de chirurgiens ou généralistes et il est évident que les uns ne peuvent remplacer comme cela les autres. Ça fait de nombreuses années également que des professions comme les infirmiers et aides-infirmiers sont mal rémunérées. Donc, au moindre pic viral, l'évidence était que notre système de soins allait être gravement affecté au mieux ou implosé au pire. Au niveau coût de la santé, il faut repenser notre système plus dans une optique prévention en amont que dans une visée couverture des frais lorsqu'il est déjà trop tard. Si on prend l'exemple de notre système de franchise, son fonctionnement est opaque, même pour des professions de la santé. Des histoires de franchise à 2500 ou 500 et les 1/3 des gens ont des subsides également. Donc nombre de mes clients par exemple ont des subsides alors qu'ils gagnent plus que moi, même s'ils ont une famille. Bref, ça montre que notre système ne peut rester en l'état. 1/3 de la population qui bénéficie de subsides en Suisse. Il y a effectivement un gros problème de transparence du côté des assurances et des secteurs privés.
de la santé d'une manière générale. Si on prend par exemple une franchise à 2500, vous allez généralement éviter d'aller chez le médecin avec une telle franchise à moins d'avoir des gros problèmes, étant donné qu'on décourage de ce fait la détection précoce, car l'assurance de base coûte cher. Mais avec ce système, on peut coûter ensuite 10 fois plus cher à la collectivité, car on finit à l'hôpital pour un problème qui aurait pu être découvert et traité plus vite. De plus, l'assuré ne paye pas des mensualités largement moins chères qu'une personne ayant une franchise basse, avec une franchise élevée à 2500. Même réflexion pour les masques. Si ceux-ci sont censés être efficaces pour lutter contre le corona, ils devraient être remboursés par les assurances et ainsi être gratuits pour les particuliers. C'est une application du principe de prévention. Je tiens à préciser ici que le principe de précaution, en tout cas tel qu'on le retrouve dans la crise actuelle, n'est pas égal à celui de prévention. Le principe de précaution, selon le Conseil fédéral, ça sera un peu, si vous me permettez l'image, tenter de retenir un barrage qui s'effondre en colmatant quelques trous par ici par là. Alors que le système de prévention, c'est revoir les fondements même de notre système santé, et surtout celui des caisses maladies, à mon humble avis. Lisez un peu la LAMAL, le Conseil fédéral est censé décider qui sont les fournisseurs de prestations selon l'article 38 LAMAL. Le Conseil fédéral est également censé contrôler les prix des prestations médicales selon l'article 44 LAMAL. Enfin, selon l'article 39 alinéa 2 ter LAMAL, je cite, le Conseil fédéral édicte des critères de planification en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs. Nous soulignons donc les assureurs. Objectivement rempli, 9. On est dans une optique purement de profit et non dans une optique qualité. Ce qui motive les assurances, ça n'est pas notre sécurité ou notre bien-être. Leur couverture dépend uniquement de si la prestation est rémunératrice pour eux ou non. D'ailleurs, c'est le cas de nombreux acteurs privés de la santé. Une lecture générale LAMAL nous apprend que les caisses maladies sont résumées très libres de savoir ce qu'elles couvrent ou non. Les hospitalisations Covid ont été en principe remboursées, mais je m'interroge sur le fait de savoir si le matériel supplémentaire des hôpitaux en temps de Covid a-t-il lui aussi été remboursé par les assurances. C'est une question qui mérite d'être posée. Si déjà les masques ne sont pas remboursés pour tout un chacun. Lorsqu'on voit le budget de la Confédération 2020-2021, la Confédération a fait un investissement de 2 milliards pour du matériel sanitaire. Avec un tel budget, pensez-vous qu'ils ont été suffisamment soutenus par les assurances? Répartition plutôt bizarre d'ailleurs, on a 10 millions seulement pour la prévention et 30 millions pour la rubrique médicaments. Donc on pourrait se demander aussi si le secteur prévention notamment n'a pas été négligé comme depuis le début dans cette crise. Par ailleurs, je vous dirais que le secteur de la santé était vraiment opaque. Je vous disais déjà avant que le secteur de la santé était vraiment opaque. On trouve des schémas peu détaillés, officiels donc. Par exemple, les dépenses 2021 de la Confédération par secteur, sécurité, agriculture, prévoyance, mais rien de suffisamment révélateur sur la problématique santé actuelle. Attachons-nous aux bénéfices annuels de certaines sociétés. À l'heure de cette vidéo, les chiffres 2020 ne sont pas encore sortis. Donc Alzana est passé de 46,3 millions de bénéfices nets en 2018 à 436 millions en 2019. Groupe Mutuel a également réalisé un bénéfice de 300 millions. CSS a réalisé un bénéfice d'environ 200 millions ces dernières années. On peut ainsi observer les entreprises pharmaceutiques. Donc par exemple Roche a un chiffre d'affaires de 65 milliards, Novartis a un chiffre d'affaires de 50 milliards. Percutez maintenant que toutes les boîtes achètent à leurs fournisseurs des médicaments à prix sans doute raisonnable, voire bas, et se font ensuite des marges incroyables en les revendant aux destinataires finaux, c'est-à-dire vous et moi. C'est déjà le cas avant le Covid, mais ça n'a pas été en s'améliorant. Avec la crise, le mécanisme est pareil. On reporte les coûts, les risques et les problèmes liés à la crise sur les destinataires finaux, alors que c'est la prospérité, on pourrait même parler d'immunité économique dans les milieux des banques, des assurances, des entreprises pharmaceutiques et j'en passe. Bon, alors il y a eu certaines décisions à titre presque anecdotique, par exemple la BNS de reverser une partie des bénéfices à la Confédération et au canton. Encore faut-il que cet argent soit correctement utilisé, je suis sceptique. Enfin, la BNS a un pouvoir de produire de la monnaie et il n'y a pas de risque grave d'inflation à mon sens.
Le cours du franc suisse par rapport à l'euro est quasiment équivalent. Ça permettra ainsi une certaine relance de l'économie, de produire de la nouvelle monnaie comme dans d'autres pays européens. On peut également critiquer cette décision qui survient tardivement. Les faillites sont déjà en cours et nombre de PME ne se remettront pas. Malgré une aide aussi partielle et supplémentaire de l'État, ça ne peut durer ainsi. Si on s'en prend à nouveau au système d'assurance, il y a un problème, on dira, de cartel de thésaurisation pendant que madame et monsieur tout le monde payent l'addition. Trouvez-vous normal qu'un groupe comme Migros, qui s'enrichit encore grâce au Covid, n'ait pas voulu dans un premier temps payer l'indemnité de 20% à ses employés en complément des 80% versés du chômage? Des ébauches de solutions que j'avance pourraient donner lieu à des initiatives constitutionnelles. Elles sont les suivantes. Première, les parlements et membres du Conseil fédéral et leurs proches ne peuvent avoir d'action ni être membres du conseil d'administration d'une caisse d'assurance maladie ou d'une société pharmaceutique directement ou indirectement, ce dans le but de préserver la neutralité politique de nos élus concernant leurs décisions sur le système santé suisse. Deuxièmement, la question de la caisse unique est ouverte. C'est vrai que vu la mauvaise gestion étatique, je ne suis pas sincèrement convaincue que ça soit une bonne solution. Dans tous les cas, il faut trouver des astuces pour mettre fin à notre cartel d'assurance privée. Troisièmement, il peut y avoir des solutions alternatives comme la mise sur pied d'une commission indépendante pour surveiller Swissmedic ou l'Office fédéral des assurances sociales au vu de leur sans doute mauvaise gestion et manque d'impartialité mise en lumière par la crise Covid. Quatrièmement, l'article 64 Lamal est révisé dans le sens que l'on se trouve désormais dans une optique de réelle prévention et non dans une simple couverture des frais. Si bien que notamment le système de franchise est supprimé et que la première consultation médicale est gratuite. Au-delà de cela, les consultations médicales ne sont pas remboursées par l'assurance de base. Il y a une prise en charge possible des assurances complémentaires. Sont exceptés les cas d'urgence et d'hospitalisation reconnus qui seront pris en charge par l'assurance de base. Pour le reste, les médicaments ou injections en lien avec une maladie grave ou chronique, à définir selon une liste, seront couverts dès la première prise par l'assurance de base. Cinquièmement, en complément à l'article 44 Lamal, les entreprises pharmaceutiques ainsi que tout autre prestataire santé ne peuvent revendre leurs produits au-dessus de X fois leur prix d'achat. Sixièmement, dans l'attente d'éventuelles réformes plus poussées, les assurances, les commerces alimentaires, les banques, les télécommunications, les entreprises pharmaceutiques et autres agents économiques importants réalisant par année un bénéfice de minimum X millions doivent reverser un pourcentage de X de leurs bénéfices à l'État suisse, ceci notamment dans le but de renforcer le système hospitalier et enfin le rendre efficient et capable de faire face à toute probable nouvelle crise sanitaire. Je ne me montre pas excessivement négative en avançant la possibilité d'une crise continue ou d'autres crises, mais juste réaliste. Voilà, alors chers amis, chers tous, je vous remercie et vous souhaite à tous et à toutes le meilleur pour l'avenir.